Alors, nous allons maintenant voir le service de base de données d'AWS et nous allons créer une première base de données et nous allons voir un petit peu le paramétrage. Alors, pour créer une base de données dans AWS, il faut rechercher le service RDS, qui est donc le service de base de données relationnelle. Je clique sur RDS. J'arrive sur la page d'accueil pour créer des bases de données. Comme d'habitude, sur la gauche de la fenêtre, on a des menus pour voir les bases de données qu'on a déjà ou ce genre de choses. Bon, nous, pour l'instant, il n'y a rien. Et nous allons donc créer une première base de données en cliquant sur créer une base de données. Alors là, il me met un message comme quoi il a tenu compte de mes commentaires que je n'ai pas envoyés. Donc je pense que ça doit être un petit bug. Et on va attendre un petit peu que cette page se charge. C'est un petit peu... des fois, ça peut être un peu long, cette page RDS à venir. Alors, nous allons faire une création standard. Et on voit tout de suite donc les différents types de bases de données. Alors, quand je dis type de base de données, ce sont toutes des bases de données relationnelles, comme on a vu dans la vidéo précédente. Mais il y a différentes normes, il y a différents éditeurs. Donc, on voit les deux Aurora, qui sont donc les bases de données made in AWS. Deux types de bases de données Aurora, un pour être compatible avec SQL et un autre avec Postgre. Ensuite, on retrouve assez classiquement SQL, MariaDB, Oracle, SQL chez Microsoft et Postgre. Nous, on va avoir besoin d'une base de données MySQL. Je sélectionne donc MySQL. Et je vais descendre. Alors ça, pour l'instant, je vais laisser par défaut. On voit qu'ici, on peut avoir vraiment beaucoup de versions différentes de MySQL pour être compatible avec les applications diverses et variées qui peuvent utiliser MySQL. AWS fournit donc tout un tas de versions de MySQL. On va garder la version par défaut. Ensuite, modèle, alors production, dev test ou offre gratuite. Alors, nous, évidemment, ça sera offre gratuite, mais on va choisir suivant l'utilisation qu'on veut faire. On n'aura pas exactement les mêmes performances, etc. Ça, on va voir un petit peu plus bas. Mais bon, nous, offre gratuite. Et donc là, il y a tout un tas de réglages auxquels j'ai pas besoin, pardon, auxquels je n'ai pas accès. C'est vrai que pour un premier test comme ça, on n'en a pas vraiment besoin. Mais par exemple, vous voyez, si j'avais mis production, on pourrait choisir si on fait un cluster de base de données ou une instance. Ou bon. Donc nous, offre gratuite, ça sera par défaut une instance. C'est-à-dire que on va avoir, nous on ne le verra pas, ça sera pour nous transparent, on n'aura pas à s'en soucier et tout, mais derrière il y a des instances, c'est-à-dire des machines virtuelles. Alors justement, euh, identifiant d'instances de base de données, alors, ce n'est pas la même chose que le nom de la base de données en elle-même. Ça va être la puissance de calcul qui est derrière, et donc je vous dis typiquement des VM, même si nous, ces VM-là, on ne les verra pas, on n'y aura pas accès ni rien. Ça se gère tout seul pour nous en arrière-plan. Mais donc, il faut donner un nom, donc je vais appeler ça DB comme database serveur, par exemple. Ensuite, les identifiants. Donc, ça va être les identifiants qu'on va utiliser pour se connecter à notre base de données. On va faire une application dans la prochaine vidéo qui va avoir besoin de se connecter à la base de données et donc il faudra fournir un nom et un mot de passe. Donc, je vais laisser le nom par défaut, admin, et puis le mot de passe. Alors, au moins 8 caractères. Alors, ils n'ont pas l'air de demander un mot de passe complexe, mais bon, allons-y. Hop, confirmation du mot de passe. Alors, mot de passe non valide. Elle est bien bonne. Alors, il n'aurait pas pu me dire d'entrée de jeu. Euh, Est-ce que ça lui plaît mieux?
Oui. Alors j'ai tout simplement mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais bon. Donc, pour être sûr. Ensuite, on choisit la puissance. La puissance de calcul qu'on va allouer à notre base de données, parce qu'une base de données, pour pouvoir répondre facilement à toutes les requêtes, toutes les demandes, à chaque fois qu'on veut consulter, que l'application veut consulter la base de données ou écrire dans la base de données, plus on a de puissance, plus ça va vite, plus on peut faire de demandes simultanées, etc. Alors nous, par défaut, il nous a mis une DB T3 micro. On va prendre plus petit. On va prendre le plus petit, pas compliqué. DBT2 micro. De toute façon, on voit qu'on avait accès que à ce qui est éligible à l'offre gratuite. Mais pour nos tests, DBT2 micro, ça suffit largement. On voit qu'on aura un processeur et 1 Go de RAM comme puissance de calcul derrière notre base de données. Le type de stockage, alors on pourrait aussi là choisir différents types de SSD, même un disque dur magnétique. Alors, évidemment, c'est pas recommandé pour de la base de données. D'ailleurs, ils vous le disent, non recommandé. Bon, on va laisser ça par défaut. 200 Go, ça suffira largement parce que nous, on va pas faire grand-chose avec, mais on laisse ces réglages-là par défaut. Alors, la connectivité, pour l'instant, par défaut aussi. On viendra après dans la vidéo précédente, donc connecter une application à la base de données. Mais pour l'instant, on va laisser tout ça par défaut. On ne veut pas, là, tout de suite, à la création de la base de données, la connecter à une ressource de calcul EC2. Encore une fois, EC2, c'est les machines virtuelles. Et bien sûr, on sera en IPv4. On voit après notre VPC. On pourrait choisir, si on avait plusieurs VPC, suivant les projets qu'on utilise, on peut créer des VPC pour chaque projet, par exemple. Mais nous, on va utiliser le VPC par défaut, hein, donc le centre un peu de gestion de tout ce qui est réseau. On a vu ça précédemment dans la série de vidéos. Et donc nous, ça sera le VPC par défaut. Groupe de sous-réseau, tout ça, on va laisser ça par défaut aussi. Pas d'accès public. Notre base de données n'a pas vocation à être interrogée depuis le monde extérieur, depuis l'Internet. Et donc, on pourra y connecter, là, ce qu'ils vous disent, seules les instances Amazon EC2 et les autres ressources à l'intérieur du VPC. Donc, on pourra connecter quelque chose à cette base de données seulement avec des ressources qui seront dans le même VPC. Là, tous ces réglages-là, je vais tout laisser par défaut. Et j'arrive, là, je suis quasiment, je descends tout en bas. Et quand je suis tout en bas, j'ai configuration supplémentaire. Je vais déplier ça. Simplement pour pouvoir donner un nom à ma base de données en elle-même. On a donné un nom tout à l'heure, il ne faut pas confondre, aux instances C2, à la puissance de calcul qui sera derrière. Nous, c'est vraiment la base de données en elle-même à laquelle il faut donner un nom. Je vais appeler ça ma base de données, tout simplement. Et avec les sauvegardes automatiques, par exemple, alors, le nombre de rétention on va garder les 7 dernières versions tous les jours, il y aura une nouvelle version de créer de la base de données. Ça, je laisse tout ça par défaut, pas de problème. Et je vais finir par créer une base de données. Donc je récapitule un petit peu les réglages que je viens de faire. Donc création standard MySQL. Ça, la version, on laisse par défaut, offre gratuite. Ensuite, le nom pour les ressources de calcul qui seront derrière, les VM qui pour nous seront invisibles et transparentes, mais il faut quand même donner un nom. Les identifiants, j'ai laissé le nom par défaut et j'ai mis un mot de passe. J'ai choisi la puissance la plus faible, pour notre petit test, ça suffira. Le stockage, j'ai tout laissé par défaut. La connectivité, aussi. Ce sera donc le VPC par défaut. Et en fin de compte, tout par défaut jusqu'à arriver à configuration supplémentaire qui était repliée, qui était fermée au départ, que j'ai ouvert simplement pour donner un nom à la base de données. Donc voilà, là, on est pas mal, on est prêt. Je vais cliquer sur créer une base de données.
Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, on va le laisser bosser. Pour l'instant, c'est création en cours, on voit ici. Et je vais mettre le film en pause et je reviens dès que la base de données est bel et bien opérationnelle. Alors, de retour dans cette vidéo, la base de données a bien été créée, ça a pris à peu près un quart d'heure. Donc, on la voit là dans la liste des bases de données. Si j'ai un message comme quoi la base de données a été créée, ok, et ici j'ai affiché les détails de connexion. Et là, je retrouve donc mes identifiants que je peux sauvegarder, ou si jamais je me souvenais plus ce que j'avais mis, ce genre de choses. Je vais fermer ce message. Si je rentre dans la base de données en elle-même, je peux voir là un petit récapitulatif, elle est bien disponible, quelle est la puissance qu'on a mis derrière, et je vois que pour l'instant, elle occupe 4,41% de processeur au repos, sans rien faire, et que pour l'instant, personne n'y est connecté. Là, on a la redondance des sous-réseaux, le groupe de sécurité, qui va donc être... non, le VPC, pardon, qui va donc être le VPC par défaut. Ah si, c'est bien un groupe de sécurité. Groupe de sécurité donc, comme je disais, qui va être le groupe de sécurité par défaut. Et après, si je vais dans l'onglet surveillance, on va avoir un peu plus de précision sur les performances de la base de données. Euh, on sait que, bon, bah, voilà, si vous avez une grosse application qui fournit des services à plein de clients via l'Internet et que la base de données est beaucoup sollicitée, on peut être amené à monitorer, à surveiller de manière assez étroite les performances de la base de données. Et c'est ici qu'on retrouve ça. Et dans journaux et événements, on va avoir les logs. Et donc, si on veut aller regarder ce qui s'est passé quand il y a eu un problème. Voilà, la base de données est créée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.